Aujourd'hui, on a un problème dans le rapport au savoir. Moi, c'est ce qui me marque le plus. Nos sociétés, notre organisation politique, notre organisation économique, elle ne procède pas d'un rapport au réel qui est médié par les savoirs scientifiques. Quels sont aujourd'hui les éléments scientifiques concrets qui démontrent la nécessité d'agir pour le climat? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse ensemble être dans le réel. Et pour être dans le réel, on a besoin d'une médiation. Et c'est la médiation des savoirs scientifiques. Parce que ce dérèglement bioclimatique, même si on a l'impression qu'il est sensible à nos sens, parce qu'on voit bien qu'il fait de plus en plus chaud, etc., fondamentalement, les changements structurels, ils sont encore difficilement perceptibles. Le premier élément qui, moi, m'a marqué, par exemple, c'est une étude qui est parue dans la revue Nature, en 2014, par Luciana Gatti. Elle fait un bilan carbone des forêts du bassin amazonien. Et elle montre que lors des années qui sont plus sèches, les forêts du bassin amazonien émettent davantage de carbone qu'ils n'en fixent. Et lors des années qui sont exceptionnellement humides, il y a un bilan carbone qui est neutre. Ça, c'est un point important parce que ça signifie que la photosynthèse qui permet cette symbiose de la vie animale et de la vie végétale, aujourd'hui, elle est fragilisée. Une autre étude qui m'a marqué, c'est une étude qui est parue en 2017 par Margot Bador avec quelques-uns de ses collègues dans Environmental Research Letters. Elle prend la vague caniculaire de 2003 et elle regarde avec plus 3 degrés de réchauffement climatique moyen, qu'est-ce que ça donnerait en 2100, cette vague de chaleur. Et elle montre qu'en 2100, on pourrait connaître des pics caniculaires de 55 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy. Des températures qui ont cours dans le désert et qui désertifient des pans entiers du territoire national qui devient impropre à la production agricole. Alors là, on pourrait se dire, quel degré de confiance on peut avoir dans les études prospectives. Quand on regarde rétrospectivement les études prospectives, on se rend compte qu'on est toujours dans le haut de la courbe. Donc oui, on peut avoir une confiance élevée dans ces études prospectives. On peut en citer une troisième par Will Stephen en 2018 dans une revue américaine qui s'appelle les PNAS. Et là, ils nous disent, il existe un seuil qu'on ne doit pas franchir. On n'est pas dans des sciences exactes, de futurologie. Ils disent c'est à peu près entre plus 1,5 et plus 2 degrés. Et si on le franchit, il y a une succession de bascules en cascade, ce qu'ils appellent aussi effet domino, l'image est parlante, où à un moment donné, tout un tas de sous-systèmes du système Terre, c'est-à-dire des calottes glaciaires, leur fonte commence à s'intensifier, des forêts qui partent de plus en plus en fumée, donc le carbone patiemment stocké dans les troncs d'arbres et réenvoyé dans l'atmosphère, etc. Une succession de bascules en cascade qui ensuite conduit le système Terre sur une trajectoire qui est inhabitable pour la vie humaine en société. Aujourd'hui, on a un problème dans le rapport au savoir. Moi, c'est ce qui me marque le plus. Nos sociétés, notre organisation politique, notre organisation économique, elle ne procède pas d'un rapport au réel qui est médié par les savoirs scientifiques. Et donc, c'est à cet endroit-là où, de mon point de vue, on a besoin de positionner les savoirs scientifiques au cœur de l'espace social. Pour, à partir de là, identifier des mesures, des lois, des mesures législatives, des amendements constitutionnels, etc., qui procèdent de ce corpus de savoir scientifique et qui est pour viser de contenir l'emballement du système Terre. Et le scientifique que vous êtes, que ferait-il s'il décidait? Concrètement, moi je suis chercheur, je ne suis pas député. Donc c'est pas à moi d'en décider. Et je suis fondamentalement un démocrate. C'est-à-dire moi je m'appuie à cet endroit-là sur les systèmes démocratiques. Et en premier lieu l'Assemblée nationale, bien sûr, mais en lien aussi avec des modes de réflexion citoyenne, participative, etc. Mais les principales mesures qui permettraient d'endiguer ce basculement selon vous, lesquelles seraient-elles? La première chose que j'ai envie de lancer comme ça, comme proposition, mais et si on arrêtait la pub? On a un problème aujourd'hui dans la consommation, dans la surconsommation. Cette surconsommation, elle est alimentée par le marketing et la publicité. Peut-être il y a quelque chose qu'on peut arrêter ou réduire. Alors bien sûr, il y a aussi quelque chose au niveau du trafic aérien. Il y a quelque chose de fabuleux de pouvoir prendre l'avion et puis de permettre au peuple, aux personnes, aux civilisations, aux cultures, de se rencontrer, de se côtoyer. C'est un ferment de la paix. On ne va pas arrêter du jour au lendemain de pouvoir se côtoyer, se connaître, s'apprécier et être en lien les uns avec les autres. Mais peut-être qu'à cet endroit-là, il y a une régulation qui est nécessaire. Notre budget carbone aujourd'hui, c'est 500 gigatonnes au niveau mondial d'ici 2050 pour contenir l'emballement du système Terre. Ce budget, il faut qu'on décide entre nous, qu'on débatte, qu'on échange pour se dire mais en fait on le met où? Est-ce qu'on le met dans la production de savoir, les universités, la formation, l'éducation? Est-ce qu'on le met dans le luxe? Est-ce qu'on le met dans les cosmétiques? En tout cas, on ne peut pas le mettre partout comme aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on puisse décider ensemble pour savoir comment on va au mieux utiliser notre budget.